sont un peu plus de 2000 à avoir défilé à l'appel de la famille du jeune Adama Traoré, décédé au cours d'une interpellation par les gendarmes en 2016. Ils ont battu le macadam pour, disent-ils, réclamer vérité et justice pour le jeune homme. 5 ans après, on est encore là. Et 5 ans après, on vit un sentiment d'injustice. 5 ans après, la vérité et la justice n'a toujours pas été rendue pour Adama, alors que nous avons tous les éléments qui sont là et qui prouvent que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère. 5 ans après, l'instruction est toujours en cours et c'est proche de dénoncer un déni de justice. Les juges vont demander une nouvelle expertise. C'est un scandale, c'est une honte. Une expertise avec un nouveau document qui est placé sous scellé. Ce document que les juges parisiens ont envoyé en Belgique pour demander est-ce qu'avec ce nouveau document, ils changeraient leur avis sur la responsabilité des gendarmes. C'est une honte. En définitive, les proches d'Adama Traoré et ses soutiens continuent de tenir les militaires pour responsables de la mort du jeune homme de 24 ans et ont fait de son décès une affaire emblématique de la lutte contre les violences policières et le racisme. Justice pour Adama, justice pour tous ces gens qui ont été touchés et merci à tous. Seuls 60 000 Saoudiens étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer cette année au Hajj, le grand pèlerinage musulman, alors qu'ils étaient quelques 2,5 millions en 2019, avant la pandémie. Depuis samedi, des fidèles divisés en petits groupes tournent autour de la Kaaba, la structure cubique noire située au cœur de la grande mosquée et vers laquelle les musulmans du monde entier prient. Cette pratique précède le lancement officiel des autres rites du Hajj. Des images diffusées dimanche par la chaîne de télévision publique montrent des pèlerins arrivant dans la vallée de Mina à bord de bus à moitié remplis. Le grand pèlerinage, qui a lieu une fois par an, est l'un des 5 piliers de l'islam que les musulmans doivent accomplir au moins une fois dans leur vie si leur santé et leurs finances le permettent. Le ministère du Hajj avait indiqué début juillet prendre les précautions sanitaires les plus strictes, cette année encore, à l'heure où les nouveaux variants du virus inquiètent. Lors du grand pèlerinage l'année dernière, aucun cas de Covid n'avait été signalé, les autorités ayant mis en place de sévères restrictions. Cette édition du Hajj intervient alors que les contaminations au Covid-19 continuent à grimper partout dans le monde. L'Arabie saoudite a enregistré 508 521 cas et 8 063 morts, selon les dernières données publiées samedi. C'est en juin 2020 que l'enquête pour espionnage contre Omar Hadi a été ouverte au Maroc après la publication de rapports d'Amnesty International affirmant que le téléphone du journaliste indépendant avait été piraté via le logiciel Pegasus. Le mis en cause, âgé de 35 ans, affirme être poursuivi en raison de ses opinions critiques du pouvoir. Il a toujours nié les accusations à son encontre, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, d'avoir aussi reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement et viol. Devant une salle bondée, le juge a annoncé qu'Omar Hadi a été condamné à 6 ans de prison dans une double affaire d'espionnage et de viol. À l'annonce du verdict, les protestations ont fusé dans la salle et des soutiens du journaliste ont improvisé un sit-in contestant le jugement au cœur du tribunal. Le parquet, motivé par la vengeance et non par la quête de la vérité, a acclamé d'un ton confiant Hadi, vêtu d'un t-shirt et d'un jean à l'audience publique du procès. L'un des avocats de la défense s'est déclaré déçu par le verdict sans dire s'il allait faire appel. Durant son procès, Omar Hadi a été accusé d'intelligence, notamment avec 2 sociétés britanniques de conseil économique, G3 et K2 Consulting. Mais le reporter a toujours affirmé avoir collaboré avec ces sociétés pour la réalisation d'études sur une société marocaine et la culture du palmier. Le premier remplissage a été effectué l'an dernier. Le deuxième est aujourd'hui achevé et sera formellement annoncé, a assuré à l'AFP ce responsable sous couvert d'anonymat. La quantité d'eau stockée dans le barrage, source de tensions avec les voisins de l'Éthiopie situés en aval du Nil, le Soudan et l'Égypte, est désormais suffisante pour assurer la production d'énergie, a-t-il ajouté. En juillet 2020,
L'Éthiopie avait annoncé avoir rempli son objectif de stocker 4,9 milliards de mètres cubes d'eau et prévu une seconde phase à 13,5 milliards de mètres cubes. Il y a désormais assez d'eau pour mettre en opération les 2 premières des 13 turbines du barrage, a indiqué à l'AFP le responsable éthiopien sans avancer de date précise pour le début de la production d'électricité. Le méga-barrage, d'une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes d'eau, est construit depuis 2011 dans le nord-ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan, sur le Nil bleu, qui rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil. Avec une capacité de production d'électricité de 5000 MW, revue à la baisse par rapport aux 6500 initiaux, il devrait devenir un des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique. Depuis le lancement du projet, le GEAD constitue une pomme de discorde entre l'Éthiopie, qui le juge indispensable au développement de ses infrastructures énergétiques, et le Soudan et l'Égypte, tous deux tributaires du Nil, pour leurs ressources hydrauliques. Des discussions entamées sous l'égide de l'Union africaine n'ont pas permis aux 3 pays de parvenir à un accord tripartite sur le remplissage du barrage et sur les modalités d'opération des retenues d'eau. Le Caire et Khartoum avaient demandé à Addis Abeba de surseoir au remplissage du barrage dans l'attente de la conclusion d'un accord. Les élections législatives et présidentielles indirectes dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique doivent commencer le 25 juillet par le vote pour le Sénat. Nous envoyons un avertissement aux délégués qui voteront à ces élections, affirme dans un message qui lui est attribué, relayé par des sites pro-Chebab, le chef du groupe rebelle, connu sous le nom d'Ahmed Oumar Oubou Oubaïda. L'authenticité de ce message diffusé lundi, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Adha, n'a pu être vérifiée par l'AFP de sources indépendantes. Selon le complexe système électoral somalien, des délégués spéciaux investis par une myriade de clans et de sous-clans choisissent les parlementaires qui eux-mêmes désignent le président. Ne vous laissez pas duper par les promesses creuses, y compris monétaires ou de secret du vote, affirme l'auteur de ce message, dont la date d'enregistrement n'a pu être établie. Apprenez de ceux qui vous ont précédé, ajoute-t-il, dans une possible allusion aux chefs traditionnels qui ont participé aux dernières élections en 2016 et dont certains ont été ensuite assassinés par des combattants des Chebab. En avril, la prolongation pour 2 ans du mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, alias Farmajo, qui avait expiré le 8 février, avait provoqué de violents affrontements à Mogadiscio, menaçant le fragile équilibre de ce pays meurtri par la guerre civile. Début mai, dans un geste d'apaisement, Farmajo a finalement chargé son premier ministre Mohamed Hussein Roble d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Le 27 mai, évoquant un jour historique, le gouvernement a annoncé, après consultation avec les leaders des régions de cet État fédéral, la tenue des élections 60 jours plus tard. Les élections pour le Sénat seront suivies par celles de la Chambre basse, la Chambre du peuple en septembre-octobre, selon un nouveau calendrier électoral publié la semaine dernière. Freeman Mbowe a été abordé par une armée d'officiers de police à son arrivée à l'hôtel à 2h30 du matin et a été arrêté avec d'autres leaders, a déclaré le principal parti d'opposition tanzanien dans un communiqué posté sur Twitter et signé par son directeur de la communication. Les autres leaders ont été emmenés au commissariat de Mwanza, mais l'endroit où Freeman Mbowe a été emmené n'est pas connu et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations sur sa localisation, ajoute le parti, demandant à la police d'indiquer où il se trouve et pourquoi il a été arrêté. Nous condamnons la répression des droits des Tanzaniens de la manière la plus forte. Ce sont des signes que la dictature qui avait cours sous le président John Magufuli continue, poursuit le parti. L'ancien président John Magufuli, à la tête de la Tanzanie depuis 2015, est décédé en mars, officiellement de problèmes cardiaques. Outre la lutte contre la corruption, la présidence de celui que l'on surnommait le bulldozer a notamment été marquée par un virage autoritaire avec des attaques répétées contre l'opposition et un recul des libertés fondamentales. Conformément à la Constitution, Samia Suluhu Hassan, vice-présidente et colistière de Magufuli lors des élections de 2020, lui a succédé. Depuis son investiture, Hassan a amorcé une rupture avec son prédécesseur. Elle s'est notamment dite prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Ces arrestations interviennent quelques heures après que Mbowe eut appelé à la tenue d'un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles malgré les restrictions imposées par les autorités locales de Mwanza en raison de la pandémie de coronavirus.
Pour être honnête, quand j'ai d'abord vu la proposition de l'OMS d'une deuxième étape de l'enquête sur l'origine de la COVID-19, j'ai été extrêmement surpris. Ce plan retient l'hypothèse d'une violation par la Chine des procédures de laboratoire à l'origine de la fuite du virus comme l'une des priorités de recherche. À partir de ça, je peux sentir le manque de respect pour le bon sens et une arrogance envers la science dans ce plan. Avant le 30 décembre 2019, l'Institut de virologie de Wuhan n'avait pas eu de contact ou n'avait pas stocké ou étudié de COVID-19. L'Institut de virologie de Wuhan n'a jamais conçu, fabriqué ou fuité la COVID-19. Jusqu'à présent, le personnel et les étudiants diplômés de l'Institut de virologie de Wuhan ont maintenu une infection nulle à la COVID-19. Quant à l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, nous pensons qu'elle est extrêmement improbable. Il n'est pas nécessaire d'investir plus d'énergie et de ressources dans cet aspect maintenant. Bien sûr, nous n'excluons pas que si de nouvelles preuves émergent, nous puissions alors mener de nouvelles recherches.